Donc, on va enchaîner effectivement avec une session atelier avec l'aide de Jean-Nicolas pour animer. Et donc, sans plus attendre, on va proposer à Patricia Réan de Bordeaux de nous parler de ce dépistage familial. Et donc là, c'était des sessions qu'on voulait très interactives, en partant, si possible, de cas cliniques ou en tout cas de situations très pratiques et de laisser l'espace à la discussion après. Patricia, à toi. Merci Philippe, bonjour à tous. Donc oui, j'ai donc à vous parler aujourd'hui du dépistage familial de la maladie de Fabry. Un dépistage familial qui va comprendre deux volets importants, puisque c'est à la fois le dépistage de la maladie en elle-même qui passe par l'analyse moléculaire, un dépistage qui est généralement présymptomatique quand on est dans le dépistage de la famille, et le dépistage aussi de l'atteinte des organes éventuellement présentes, et notamment cardiologiques. Donc pour moi, le dépistage familial, c'est un peu le dépistage de la maladie, mais aussi de l'atteinte d'organes. Donc dans le dépistage présymptomatique, on est dans la continuité de la présentation précédente sur la génétique. Le dépistage, je vais vous reprendre un petit peu les grandes lignes que vous connaissez déjà pour certains, tout particulièrement bien. Tout d'abord, c'est un médecin habilité au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui doit effectuer ce dépistage présymptomatique. Il faut vraiment qu'il y ait une équipe avec un généticien, une psychologue impliquée, ainsi qu'un médecin spécialisé pour pouvoir bien parler de la maladie et de sa transmission, puisque c'est un protocole qui va être établi en 3 temps, généralement, avec donc toujours la psychologue aux différentes étapes. Il doit être bien établi dans chaque centre. La première étape va être une première consultation d'information sur la maladie, donc sur la maladie de Fabry en l'occurrence ici, en expliquant le mode de transmission qui est lié à l'X, les modalités de dépistage de la maladie. Et puis, il doit y avoir forcément aussi une partie quand même d'interrogatoire et d'examen clinique qui va rechercher quelques signes évocateurs déjà d'atteinte, soit avérée, soit débutante de la maladie, qui vont orienter et déjà commencer à positionner le contexte. Donc ça, c'est la première consultation et généralement, le prélèvement n'est pas effectué à cette étape-là, mais au décours d'un temps de réflexion qui va aboutir ensuite à une deuxième consultation avec toujours la présence de la psychologue qui va permettre de recueillir un consentement éclairé et pouvoir réaliser un prélèvement génétique et d'effectuer 2 déterminations puisqu'on connaît la mutation pathogène de la famille et qu'on va pouvoir la rechercher. Et donc, il y aura une 3e étape qui sera celle de l'annonce du résultat et du diagnostic. Et donc, pour reprendre une diapositive de ma collègue généticienne Caroline Tambo, on a donc ces 3 temps de consultation différents avec des temps d'attente entre deux, avec la présence de la psychologue, du généticien idéalement et éventuellement du cardiologue spécialiste qui peut être en binôme au cours de cette consultation, afin aussi de pouvoir répondre aux patients sur les implications de la maladie au niveau cardiaque, par exemple. Et donc, la 2e étape sera le prélèvement, la 3e étape, celle du rendu de résultats. Et donc, au cours de ces différents temps, on va pouvoir progresser avec le patient. Donc, le dépistage familial, quand on a fait le diagnostic, une fois qu'on a le diagnostic et qu'on a rendu le résultat au patient, il y a le dépistage de l'atteinte d'organes qui va passer par les différents examens classiques que vous connaissez en cardiologie, l'électrocardiogramme, l'échographie, l'IRM cardiaque et les biomarqueurs, notamment le NT-proBNP et la troponine ultrasensible. Donc on va en parler à travers un cas, le cas d'une famille qui part d'un jeune homme de 10 ans, qui à l'âge de 10 ans est diagnostiqué porteur d'une maladie de Fabry. On est en 2002. Et un variant pathogène faux sens est décelé sur le gène GLA et va induire derrière un dépistage familial qui va commencer forcément par la mère puisqu'on est sur le chromosome X et donc il ne peut pas l'avoir hérité de son père. Donc dès qu'un homme est porteur d'une maladie de Fabry, on s'interroge tout de suite sur la maman, on se dirige tout de suite vers la maman. Et donc, c'est ce qui s'est produit. La maman, en fait, va être diagnostiquée. Là, juste pour vous dire
que ce jeune homme a été suivi sur le plan cardiologique et qu'il n'y avait pas en 2013 d'anomalie cardiaque, mais qu'il y a un contexte psychologique très particulier dans ces familles de patients Fabry, et ce patient est très fuyant. Et malgré plusieurs relances et plusieurs programmations pour faire le bilan cardiologique complet, depuis 5-6 ans, on n'a pas réussi à le revoir. Il annule au dernier moment systématiquement le jour du rendez-vous, alors qu'il y a l'écho, l'IRM, le test d'effort, le Holter, tout prévu. Donc là, la dernière fois, j'ai demandé au généticien d'impliquer le patient dans sa démarche de prise de rendez-vous, puisque c'est important qu'il prenne en considération qu'il a besoin aussi de ces examens. Donc voilà, juste pour positionner un contexte particulier qui peut gêner le dépistage à la fois cardiologique et aussi dépistage de la maladie. Donc la maman est décelée génotypée positive 1 an plus tard. Donc il y a 1 an qui s'est écoulé entre les deux. En 2010, on note des acroparesthésies, des angiochératomes, pas d'atteinte rénale, ophtalmo ou neurologique. À l'échographie, on note toutefois une hypertrophie des piliers avec une paroi à 10-11 mm. Et à ce moment-là, elle est mise sous réplagale devant le fait qu'on considérait une atteinte d'organes cardiaques et également sous cardégique. Elle n'était pas suivie par nous à ce moment-là. Le CG était toujours normal en 2012. Et puis, pendant 4 ans, elle n'avait pas eu de suivi cardiologique. Et en 2016, on nous l'a orientée au niveau du centre de compétences pour reprendre un peu en main toutes ces familles de patients Fabry. Et elle présentait quelques palpitations en début d'effort, mais pas de symptômes flagrants, pas de dyspnée. Et là, on constate des ondes T qui commencent à s'aplatir en latéral, des épaisseurs de parois toujours à 9-10 mm, avec un strain longitudinal global tout à fait normal, mais des anomalies au niveau des segments latéraux basaux. Donc, vous avez ici son échographie. Vous voyez que les épaisseurs de parois sont relativement normales. On peut noter une petite augmentation des dimensions de l'aorte initiale. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, pas d'anomalie morphologique évidente sur ces apicales, mais un strain longitudinal qui est diminué qui est relativement normal. Il est à moins 21%, mais avec des anomalies, comme vous voyez, sur l'œil de bœuf au niveau latéral. Donc, elle a également une IRM cardiaque cette année-là, pas de fibrose, pas d'hypertrophie, mais juste un TA natif à 750 millisecondes, donc témoignant, comme on en discutait tout à l'heure, de l'atteinte d'organes, même si finalement on ne reparlait plus de l'hypertrophie de pilier ni de l'hypertrophie de paroi par la suite. L'épreuve d'effort VO2 et le Holter ECG étaient rassurants. Et donc, nous, on a pris l'habitude de les suivre tous les 2 ans. Surtout quand il y a des signes débutants, mais également chez tous ceux qui n'ont aucun stigmate phénotypique d'atteinte cardiologique. Donc en 2018, elle revient asymptomatique cardiologiquement. Les ondes T se creusent, vous voyez en latéral, V5, V6. Le strain également évolue avec un strain qui continue à diminuer qui diminue un petit peu de manière globale, passer de 21 à moins 19 avec des anomalies en latéral, mais qui s'étendent aussi en basale, septale et inférieure, avec une paroi qui est toujours normale, pas de trouble au Holter. L'ISO-GB3 est noté à 8,7 à cette époque, toujours sous réplagale. Je vous rappelle qu'elle est sous réplagale depuis 2010. À l'électrocardiogramme, un PR un petit peu court, mais restant dans la normale, toujours ces ondes T négatives. À l'IRM, pas de fibrose, des épaisseurs de parois normales et un T1 qui est un petit peu plus haut. Vous voyez, il est remonté, le T1, il est passé de 750 à 915. Alors, est-ce que c'est une variation ou est-ce que c'est parce qu'il y a de la fibrose qui commence à apparaître? En tout cas, en 2020, elle revient avec une dyspnée d'effort qui est attribuée plutôt à sa bronchite chronique. On sait que dans la maladie de Fabry, il peut y avoir une atteinte pulmonaire aussi, donc peut-être que c'est en lien, mais elle est également fumeuse, donc ça peut être un petit peu des deux. Elle a toujours ses ondes T négatives en latéral, et puis toujours pas d'hypertrophie à l'échographie, un strain qui continue à baisser par contre, et puis une aorte ascendante qui est mesurée à 37 mm. Vous voyez son échographie ici, on retrouve toujours le même aspect. Et ce strain qui continue à diminuer. Vous voyez l'évolution au cours du temps du strain chez cette patiente en suivi avec une atteinte d'organes qui était au départ plutôt légère, qui a justifié la mise sous traitement. Et vous voyez que sous traitement, malgré tout, son strain évolue
Et il s'avère qu'on a fait une nouvelle IRM et l'IRMiste a décelé un spot de fibrose au niveau inférolatéral et mesure maintenant la paroi septale à 11 mm. Donc on voit que ça a évolué. Alors face à cette évolution, j'ai demandé un dosage des anticorps anti-algasidase alpha et un nouveau dosage de l'isogB3. Et on va sûrement rediscuter de son dossier en RCP prochainement, puisqu'on discute régulièrement tous les 3-4 mois avec les généticiens, les néphrologues et les neurologues notamment, et également les biologistes en RCP. Et voilà, le Holter a été redemandé également et en attente. Donc c'était pour montrer que voilà, le dépistage de l'atteinte d'organes, l'évolution au fil du temps est vraiment importante pour pouvoir détecter le plus tôt possible les complications. Et voilà, on se retrouve donc sur cette famille avec donc la maman qui a été détectée suite à son fils, 1 an plus tard. Vous voyez qu'elle a également une fille, elle a un frère. Et c'est le frère qui va être diagnostiqué dans les suites, mais pas tout de suite. Vous voyez, il y a 3 ans qui se sont écoulés avant que le frère soit testé et diagnostiqué positif porteur de la maladie de Fabry. C'est un patient qui est également très fuyant, avec un syndrome dépressif, difficile à reprogrammer aussi pour ses suivis, qui a présenté 3 épisodes d'AIT, un syndrome coronaire aigu aussi, et qui a une hypertrophie de la paroi latérale, avec de la fibrose au niveau de la paroi latérale à l'IRM. Et pour un patient de 50 ans, vous voyez, il n'a pas une hypertrophie très, très importante. C'est une expression qui est relativement modérée chez cet homme de cet âge. Donc, ensuite, c'est la fille donc, qui a été diagnostiquée. La sœur qui a maintenant 34 ans, qu'on suit depuis à peu près 5-6 ans, a été génotypée en 2011 seulement, vous voyez, 9 ans après son frère, finalement à l'âge de 24 ans, avec un phénotype complètement négatif au niveau cardiaque et qui est actuellement enceinte. Donc on la suit régulièrement. Elle a toujours eu pour l'instant aucune anomalie, autant à l'échographie qu'à l'IRM. Ainsi qu'au Holter et à l'ECG. Donc on la suit, on la reverra après sa grossesse pour répéter l'IRM cardiaque. Donc voici son ECG qui est, vous voyez, sans grande particularité, avec un PR qui est normal. C'est son échographie, mais comme elle était enceinte, on ne voyait pas, elle n'avait pas une super fenêtre non plus. Il nous reste ensuite à se poser la question du reste de la famille. Comme on a un homme atteint dans la génération au-dessus du patient propositus, on va s'orienter du coup plus sur la grand-mère. La grand-mère, finalement, c'était une découverte un peu fortuite parce qu'elle est arrivée en 2012 pour un syndrome coronaire aigu sur l'IVA avec une histoire familiale de maladie de Fabry. Alors forcément, on s'est dit pourquoi elle n'a pas été diagnostiquée avant. Elle a rapporté des angiokératomes, une surdité évolutive, et puis je l'ai vue à l'échographie. Elle avait une argiakinésie apicale avec un thrombus initialement et une petite hypertrophie, vous voyez, à 74 ans, seulement 13-14 mm. Elle n'a pas pu avoir l'IRM parce qu'elle était claustrophobe, mais elle a pu être traitée par Fabrazyme avec des petites doses de bêta-bloquants quand même du fait de sa coronaropathie. Vous voyez, son ECG avec les ondes Q négatives. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément évident de faire le diagnostic. Il s'est vraiment étalé dans le temps dans le cas de cette famille. C'est un peu à nous aussi, quand on revoit les apparentés et les personnes atteintes, de relancer l'interrogatoire à chaque fois. Est-ce que toute votre famille s'est bien fait tester? On ne pense pas toujours à le faire et c'est important. Et donc, dans les messages importants, je pense qu'il faut essayer de dépister la famille idéalement le plus tôt possible pour éviter du coup les atteintes d'organes et pour optimiser le traitement du mieux possible. Malheureusement, c'est souvent décalé dans le temps, en raison parfois de la psychologie qui intervient de manière importante, d'où l'importance de la psychologue dans le dépistage de la famille et également au cours du suivi. Et puis, bien réévaluer et pas hésiter à redemander si les apparentés sont bien fait dépister. Je vous remercie de votre attention.